Donc, bonjour, je suis le docteur Varlet de l'hôpital Georges Pompidou. Je vais vous parler des indications de la défibrillation. Donc, le défibrillateur cardiaque, il va permettre de traiter les arythmies ventriculaires qui sont des urgences vitales. Donc, on en a deux types, la tachycardie ventriculaire qui est moins rapide, mais souvent le patient le tolère très mal sur le plan hémodynamique. Et la fibrillation ventriculaire, où on a une activité très rapide et désorganisée, et inefficace au niveau des cellules cardiaques, ce qui aboutit à l'arrêt cardiaque et à la mort subite. Donc, plus on va être rapide sur la défibrillation, meilleure sera la survie et moins importante sera l'importance des séquelles, notamment neurologiques. Les avancées récentes dans ce domaine sont l'apparition de défibrillateurs implantables et des défibrillateurs semi-automatiques, qui sont apparus dans les années 90 et qui sont disposés dans les lieux publics et utilisables par tous les citoyens depuis 2007 en France. L'objectif de ces appareils, ça va être de traiter en urgence un arrêt cardiaque qui est dû à une arythmie ventriculaire et réduire le délai entre le début et la fin de l'arythmie pour diminuer les risques de séquelles neurologiques et améliorer la survie de ces patients. Le premier défibrillateur cardiaque implantable a été mis au point en 1970 et les premières publications montrant sa faisabilité datent de 1980. La première étude qui démontre l'efficacité dans la prévention de la mort subite, elle date de 1996. Donc le boîtier, ça va être comme pour le stimulateur cardiaque, il va se composer d'une coque en titane qui va contenir la batterie, un microcircuit qui va contenir le logiciel qui va permettre de faire les analyses des tracés et délivrer la thérapie au besoin, et le connecteur qui va permettre de brancher les sondes qui vont relier le cœur au boîtier. On va également avoir un condensateur qui n'est pas présent en fait dans le pacemaker, dans le stimulateur cardiaque, qui va permettre l'accumulation de la charge électrique nécessaire au choc, et donc la taille du défibrillateur va être augmentée par rapport à celle du stimulateur cardiaque de par la présence de ces condensateurs. Un défibrillateur, il va avoir les mêmes fonctions qu'un stimulateur, sauf pour les défibrillateurs sous-cutanés. Donc on va avoir dans les défibrillateurs endocavitaires les défibrillateurs simples, double ou triple chambre selon l'indication retenue. Donc on va avoir une sonde de défibrillation qui est toujours présente et qui va être dans le ventricule droit. On va avoir une deuxième sonde dans l'oreillette droite, une sonde de stimulation, et une troisième sonde de stimulation également, qui va être destinée au ventricule gauche et qu'on va positionner dans le sinus coronaire. Et c'est ce qu'on va appeler la resynchronisation. Donc les sondes, elles vont relier le boîtier au cœur, donc elles vont permettre en fait de faire la transmission de l'influx électrique. Ce sont des conducteurs électriques comme pour les stimulateurs. Et il y en a une qui est placée dans le ventricule droit et qui sert à conduire l'énergie du choc électrique. C'est la sonde de défibrillation. Elle est un peu différente des sondes de stimulation parce qu'on a sur son corps la présence d'une ou deux zones métalliques. C'est ce qu'on appelle les coils de défibrillation et qui vont permettre le contact électrique dans le ventricule pour l'un et donc celui-là il est toujours présent. Et dans les sondes de double coil, on avait également un contact extracardiaque dans la veine cave supérieure, mais celui-ci, on le fait de moins en moins parce que les boîtiers, ils vont délivrer des énergies de plus en plus importantes. L'énergie de défibrillation, le choc électrique, il est délivré entre le boîtier et ce coil. Donc en général, le coil qui est situé dans le ventricule droit. Donc, comment ça marche ? On a l'appareil qui va surveiller en permanence le rythme cardiaque, donc le signal qui va être recueilli par les sondes. Donc, ça va être transmis au logiciel qui va faire ses analyses. En plus des fonctions de stimulation comme pour un stimulateur cardiaque, sauf bien sûr le défibrillateur sous-cutané qui ne va pas stimuler puisqu'il est situé à l'extérieur du cœur. Donc le boîtier va être réglé pour intervenir si la fréquence cardiaque dépasse un certain seuil. Donc par exemple, on règle des zones, par exemple 200 par minute, et au-delà de cette zone, le boîtier il va dire attention, il y a un événement ventriculaire, il faut que je me mette en route.
Lorsqu'une tachycardie survient, il analyse certaines caractéristiques, donc comme la différence entre la fréquence ventriculaire et la fréquence des oreillettes, pour voir s'il y a une dissociation, la brutalité du démarrage, pour voir si c'est plutôt une tachycardie sinusale ou une tachycardie ventriculaire, la régularité du rythme, pour voir si c'est plutôt de la fibrillation atriale qui va être irrégulière et qui va dépasser une certaine fréquence, qui pourrait être en zone de tachycardie ventriculaire, ou si c'est une tachycardie ventriculaire qui est, contrairement à la fibrillation atriale, régulière. Il va regarder également la forme des signaux électriques par rapport aux signaux de base, c'est souvent ce qu'on appelle la morphologie. Et il va faire ces petits algorithmes pour dire à la fin si oui ou non c'est une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire, et si oui ou non il faut délivrer la thérapie. La phase de diagnostic, elle va durer quelques secondes, et cette phase, cette durée, on peut la régler. Et puis ensuite, le boîtier va délivrer sa thérapie. Donc les thérapies, justement, il y en a 2 types. Sur les défibrillateurs endocavitaires. Les défibrillateurs sous-cutanés sont un petit peu à part parce qu'eux, ils vont juste délivrer des chocs électriques et en général, on met une zone de détection assez haute pour qu'ils détectent uniquement la fibrillation ventriculaire et qu'ils délivrent un choc électrique si le patient présente une fibrillation ventriculaire. Là, les boîtiers endocavitaires, donc ils vont pouvoir faire de la stimulation antitachycardique. Donc si l'arythmie elle est relativement stable et pas trop rapide, donc, comme je vous disais, on règle les fréquences en fonction de ce qu'on a envie, ou selon les recommandations plus exactement. Là on dit hop, c'est une tachycardie ventriculaire. L'appareil il va accélérer, il va stimuler plus vite que les ventricules pour essayer de casser la réentrée et bloquer la tachycardie. Donc c'est souvent efficace et indolore. Par contre, il va pouvoir faire plusieurs salves d'ATP. Donc pareil, on peut régler le nombre, il y a un nombre limite par contre. Et puis si la tachycardie, elle ne s'arrête pas ou si elle dégénère en fibrillation ventriculaire, et ben l'appareil va pouvoir délivrer un choc électrique ou une cardioversion. Donc ça c'est si on a une fibrillation ventriculaire donc, qui est trop désorganisée et rapide et qui ne pourra pas être arrêtée par une ATP. Contrairement à l'ATV qui est une réentrée, donc qui pourra être arrêtée par de l'ATP. La fibrillation ventriculaire, c'est pas le cas, c'est anarchique et on ne pourra pas stimuler plus vite que la fibrillation ventriculaire. L'appareil il va charger les condensateurs pour l'énergie programmée, donc pareil, on peut programmer l'énergie, mais souvent on met des énergies maximum en zone de fibrillation ventriculaire. Ça prend quelques secondes, c'est ce qu'on appelle le temps de charge, et ensuite il va délivrer le choc après avoir vérifié que l'arythmie est toujours présente. Donc ces traitements ils vont se combiner avec l'intervention de la cardioversion en cas d'échec de la stimulation antitachycardique en zone de TV. Et en général, on définit 2 ou 3 zones. Donc souvent, c'est une zone TV moniteur, par exemple à 150 par minute, une zone TV avec thérapie, où on aura des ATP puis des chocs électriques, et enfin une zone de fibrillation ventriculaire avec uniquement des chocs électriques, parfois un peu d'ATP si il est en dessous d'une certaine fréquence. Donc là, c'est ce que vous voyez, par exemple, ça c'est un programmateur microporte. Donc là, vous voyez, ça c'est l'interface quand on interroge la prothèse. Donc vous voyez que vous avez 3 zones réglées. Donc une TV lente qui est off. Entre 160 et 190, vous avez une TV qui est on. Avec para D+, ça c'est l'algorithme de discrimination. Donc il va pouvoir dire si c'est une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation atriale ou une tachy sinusale. Avec les 3 salves, donc les 3 bursts et les 3 rampes, puis les chocs électriques. Et ensuite, au-delà de 190, ça sera une zone de FV où là, le boîtier pourra délivrer des chocs électriques directement. Parfois, on aura une salve en attendant la charge des condensateurs, mais souvent qui n'est pas très efficace, puisqu'on est en zone de FV. Donc là, on voit d'un peu plus près la programmation. Donc quand on clique sur l'onglet tachycardie, vous voyez dans les défibrillateurs endocavitaires, vous avez toujours une partie bradycardie où vous allez régler les paramètres de stimulation, et vous avez une partie tachycardie où vous allez régler les zones de défibrillation et les thérapies délivrées par le défibrillateur. Donc le traitement par l'ATP, ça va être comme ça sur les EGM. Donc là, on a le démarrage d'une tachycardie ventriculaire. Vous voyez sur le canal 2 le démarrage de la tachycardie. Il est bien entendu comme de la tachycardie et hop, il va délivrer
une ATP et arrêter la tachycardie. Ça, c'est une fibrillation ventriculaire, donc l'activité est plus rapide et plus anarchique, et là, ça va délivrer directement un choc électrique. Donc les indications du défibrillateur, puisque c'est un traitement préventif qui va prévenir la mort subite, toute la difficulté elle va résider en déterminer le risque d'une personne à présenter un jour de telles arythmies qui sont potentiellement mortelles. Donc quand le patient a déjà présenté un arrêt cardiaque sans cause curable, ça c'est très facile de poser indication. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est les cardiopathies qui sont à risque de mort subite et chez qui on peut prévenir justement la mort subite. Donc vous avez les cardiopathies ischémiques, ce qui représente 75% des morts subites. Vous avez les cardiomyopathies, donc dilatée hypertrophique et dysplasie arythmogène du ventricule droit, ça c'est 15% des morts subites. Vous avez ensuite les canalopathies, donc tout ce qui est syndrome du QT long, syndrome de Brugada, TV catécholergique, torsade de pointe à couplage court, QT court, syndrome de repolarisation précoce, c'est 2% des morts subites. Vous avez les valvulopathies, ce qui représente 5% des morts subites. Et toutes les autres cardiopathies, donc les myopathies, les sarcoïdoses et myocardites, qui représentent 3% des morts subites. Donc aujourd'hui, les défibrillateurs proposés de façon formelle, ça va être à tout patient qui a présenté une mort subite récupérée, qui est liée à une arythmie ventriculaire et sans cause curable. Donc une cause curable, ça va être par exemple une phase aiguë d'un infarctus. Un patient qui présente un arrêt cardiaque à la phase aiguë d'un infarctus, on ne va pas lui poser de défibrillateur parce qu'on estime que c'est l'occlusion de l'artère qui a déclenché l'arrêt cardiaque. Pareil en cas d'hypocalémie, l'arrêt cardiaque qui va être lié aux troubles du rythme liés à l'hypocalémie, et donc on n'implantera pas un défibrillateur à un patient qui a présenté un arrêt cardiaque avec une calémie par exemple à 2. Tout patient qui présente une fraction d'éjection abaissée en dessous de 30-35% et dont le risque d'arythmie ventriculaire est lié aux altérations des filtres de ce ventricule, quelle qu'en soit la cause, par exemple une séquelle d'infarctus, lui on va lui proposer un défibrillateur. Et il y a certaines maladies génétiques à risque, donc les cardiomyopathies hypertrophiques, les canalopathies, à qui on va proposer également des défibrillateurs, mais c'est selon des indications très précises. Donc en général, par la suite, je vais surtout détailler les fractions d'éjection abaissées et cardiomyopathies les plus courantes. Pour les canalopathies, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on va implanter un défibrillateur en général quand le patient a fait une syncope ou qui l'a déjà fait un arrêt cardiaque. Et donc, on a deux types d'indications. On a les préventions primaires et les préventions secondaires. Donc, selon primaire, en fait, c'est quand le patient n'a pas fait d'arrêt cardiaque mais qu'on estime qu'il risque d'en faire un. Et la prévention secondaire, c'est quand le patient a fait un arrêt cardiaque et qu'on veut éviter qu'il en refasse un. Donc, bien sûr, pour poser l'indication d'un défibrillateur, on va tenir compte des comorbidités associées, de l'âge du patient, parce que bien sûr, si le patient il a plus de 80 ans, on va discuter l'implantation du défibrillateur et pas lui proposer, surtout si son espérance de vie elle est pas très longue. Et puis bien sûr du projet thérapeutique à moyen terme. Donc toutes ces indications, elles font l'objet de recommandations européennes. Donc c'est l'ESC et le HRA qui ont fait ces recommandations européennes en 2015 et qui vont être révisées cette année. Et pareil, en Amérique du Nord, on a des recommandations qui sont, elles, tenues par la CCHA et l'HRS et qui datent de 2017. Donc, en prévention primaire dans les cardiopathies ischémiques, donc les patients qui n'ont pas présenté d'arrêt cardiaque. Donc, on va proposer un défibrillateur aux patients qui ont une fraction d'éjection inférieure ou égale à 35%, 40 jours après un infarctus ou 90 jours après une revascularisation et s'ils ont un score NYHA 2 ou 3 et qu'ils ont un traitement optimal, un traitement médical optimal et qui ont bien sûr une survie estimée à plus de 1 an. On va pouvoir le proposer si la FE est inférieure à 30%,
et que le patient a un score NYHA de 1, donc c'est-à-dire qu'il est asymptomatique. Et par contre, s'il a un score NYHA 4, qu'il est candidat à une transplantation cardiaque ou à une assistance circulatoire, on va pouvoir lui proposer un défibrillateur en pont, en fait, si sa survie elle est supérieure à 1 an, et ça c'est une classe 2A. Donc on va pouvoir proposer chez les patients, par exemple, qui viennent de faire un infarctus, qui ont une dysfonction VG et qui ont une dysfonction VG inférieure à 35%. Et en attendant les 40 jours avant réévaluation pour voir s'ils ont toujours 35% après un traitement optimal, on va pouvoir leur proposer le port d'une live vest, qui va être une veste qui va pouvoir délivrer un choc électrique si le patient fait un trouble d'urine ventriculaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a depuis quelques temps, qui est assez récent. On va le proposer également chez les patients chez qui on avait posé un défibrillateur, soit en prévention primaire, soit en prévention secondaire, qui se sont infectés. On a retiré le boîtier et donc avant de leur réimplanter un nouveau boîtier pour éviter de les réinfecter, on leur met une live vest quelques semaines pour qu'ils cicatrisent bien, que l'infection soit bien éliminée, qu'on puisse les réimplanter en sécurité. Donc en prévention primaire dans les cardiomyopathies, cette fois dilatées, donc c'est grosso modo les mêmes indications que pour la cardiopathie ischémique. Donc c'est une EFE inférieure à 35%, stade 2 ou 3 de la NYHA, et sous traitement médical optimisé avec une survie supérieure à 1 an. On va pouvoir le proposer, alors là c'est 35%, mais en général on retient 35 et pas 30%, c'est s'ils sont classe 1 de la NYHA, et là c'est une classe 2B. Et pareil, donc si le patient il a une FE inférieure à 35%, classe 4 de NYHA et sous un traitement médical optimisé, qui est non candidat à une transplantation ou une assistance, c'est-à-dire qu'on n'a pas de projet pour ce patient, et lui, on ne va pas lui proposer de défibrillateur, parce qu'on n'aura pas de projet par la suite. Pour les cardiomyopathies hypertrophiques, cette fois, donc il y a les recommandations nord-américaines et les recommandations européennes. Donc là, je vais vous parler des recommandations nord-américaines qui sont plus récentes, qui datent de 2017. Donc, si on a un patient qui a une CMH, donc c'est une recommandation 2A, et qui a un facteur de risque ou plus, on va lui proposer un défibrillateur. Donc, les facteurs de risque, c'est avec l'épaisseur du VG supérieure à 30 mm, le décès subi dans la famille, une syncope inexpliquée dans les 6 mois qui précèdent, et une survie attendue supérieure à 1 an. On va pouvoir également le proposer si le patient il a une CMH avec des TVNS, donc des tachycardies ventriculaires non soutenues, ou une réponse tensionnelle anormale à l'effort, et au moins un autre facteur de risque, c'est-à-dire un âge inférieur à 30 ans, une fibrose à l'IRM, une autre obstruction intra-VG, une syncope ancienne. Donc en Europe, on va utiliser plutôt un score de risque qui va tenir compte de l'âge, de l'épaisseur du VG, de la taille des oreillettes, du gradient intra-VG, d'une mort subite familiale, de la présence de TVNS sur le holter, d'une syncope. Ce score, il est accessible sur le site esccardio.org, mais maintenant, on a de plus en plus tendance à plutôt suivre les recommandations nord-américaines. En prévention secondaire, c'est beaucoup plus simple. Le patient, il présente un arrêt cardio-respiratoire sur une fibrillation ventriculaire, parce que vous avez également des arrêts cardio-respiratoires sur asystolie, donc qui ne vont pas être défibrillés, en fait, et qui ne vont pas pouvoir bénéficier de l'implantation du défibrillateur. Donc, si le patient présente un arrêt cardio-respiratoire sur une fibrillation ventriculaire sans cause curable, c'est-à-dire un infarctus aigu, par exemple, ça c'est une cause curable, une phase aiguë ou les 48 heures post-infarctus. Ça, on peut présenter également des arrêts cardiaques sans poser l'indication à un défibrillateur. Et par exemple, une hypocalémie, patient qui a une hypocalémie sévère, qui va faire de la torsade de pointe, qui va dégénérer en fibrillation ventriculaire, lui, on ne va pas lui proposer forcément de défibrillateur. Par contre, on va lui corriger ses troubles métaboliques et puis éviter qu'il refasse de l'hypocalémie.
Et enfin, la tachycardie ventriculaire soutenue avec une cardiopathie sous-jacente, ça va être la deuxième grande indication de la pose du défibrillateur en prévention secondaire. Alors ça va être très dépendant des centres et de la cardiopathie sous-jacente. Et ça va être vraiment de plus en plus discuté parce que maintenant, avec l'avènement de l'ablation de tachycardie ventriculaire, on a tendance à de moins en moins se précipiter sur la pose du défibrillateur. Nous, par exemple, dans notre centre, on préfère quand même faire ceinture-bretelle, c'est-à-dire proposer le défibrillateur et ensuite l'ablation pour protéger au mieux le patient. Mais ça, c'est vraiment centre dépendant. Donc les risques, bien sûr, c'est une intervention, donc il y a des risques. Le taux de complication il est relativement faible, de l'ordre de 5%. Donc les plus fréquents, ça va être le pneumothorax, surtout quand on ponctionne la veine sous-clavière. Et donc ça, maintenant, on va ponctionner de plus en plus la veine qu'on dit axillaire, qui va nous prévenir de ce risque de pneumothorax. On va avoir l'hématome de loge, donc ça c'est le plus fréquent, souvent ça se résorbe tout seul. Par contre, s'il persiste, ça peut réouvrir la cicatrice et infecter la loge. On peut avoir un déplacement de l'une des sondes dans les premiers jours, donc avoir à repositionner les sondes. Et puis on peut avoir une infection du site opératoire, ce qui va nous inciter à retirer le matériel et à poser une live vest dans l'intervalle. Donc très exceptionnellement, on va pouvoir avoir des complications vasculaires graves avec hématome thoracique ou tamponade, mais ça reste assez rare dans ce type de procédure. Donc, bien sûr, on va avoir des limites vis-à-vis du défibrillateur, même si le traitement à certains égards il va être révolutionnaire et il va pouvoir sauver un grand nombre de vies. Mais il y a quand même des limites, c'est-à-dire que le défibrillateur il ne va pas empêcher le décès d'un patient pour d'autres causes cardiaques, dans le cadre notamment de maladies avancées du cœur et qui sont sous-jacentes à ce type de traitement. Donc, les patients qui sont en grande insuffisance cardiaque, souvent à terme, ils ne vont pas faire forcément des fibrillations ventriculaires, mais ils vont faire des dissociations électromécaniques. Donc le défibrillateur ne sera pas efficace. Les patients qui présentent des arythmies à répétition, des orages rythmiques et qui sont très graves sur le plan hémodynamique, pareil, le défibrillateur, il va pas pouvoir les sauver parce que le patient va se mettre en dissociation électromécanique à partir d'un certain moment. Et enfin, la survenue d'un choc chez une personne consciente, c'est douloureux et ça peut faire des vrais états de stress post-traumatique. Donc c'est pour ça qu'il faut bien régler le défibrillateur pour éviter qu'il se prenne des chocs électriques inappropriés. Et donc, en raison de ces risques et de ces limites, il faut bien poser l'indication du défibrillateur et bien évaluer la balance bénéfice-risque. Et la discussion avec le patient, elle est primordiale pour bien lui expliquer la conduite à tenir et les risques pour limiter les traumatismes liés à ce dispositif. Je vous remercie de votre attention.